chez ACTN. L'objectif aujourd'hui, comme l'a présenté Pierre en introduction, est double, c'est-à-dire profiter de l'introduction d'une nouvelle série de switch manageables et DGS 3000 pour vous présenter un peu plus en avant des fonctionnalités de sécurisation du réseau, et je pense un thème assez critique actuellement, et notamment des fonctionnalités de sécurité assez uniques aux séries DGS 3000 qui en font une série de produits vraiment intéressante dès lors que vous rentrez dans des réseaux alors, relativement ou peu complexes, mais intégrant des protocoles multiples, notamment VoIP, notamment IPTV, vidéosurveillance, ou alors des réseaux data assez importants. Alors, on va commencer, pardon, par rappeler très rapidement ce qui est la gamme de produits manageables Gigabit D-Link. Elle commencera dorénavant par la série des DGS 3000, sur laquelle on va s'arrêter dans les slides suivants. Elle est complétée par les DGS 3120 dans deux versions disponibles, c'est-à-dire une base hardware avec une évolution logicielle standard SI ou une évolution logicielle évoluée EI, qui vient rajouter des fonctionnalités supplémentaires en termes de gestion de réseau, notamment de routage dynamique. Vous faites évoluer simplement cette base hardware avec une licence qui vient déverrouiller un certain nombre de fonctionnalités EI, et puis les DGS 3420, 3620, SI et EI, avec ces mêmes fonctionnements de licence, qui, je vous le rappelle, sont en phase d'évolution vers une base hardware unique qui reprendra à minima toutes les fonctionnalités et qui viendra même en rajouter un certain nombre pour nous permettre de nous appuyer dorénavant sur une série de produits manageables administrables de niveau 2, entre guillemets d'entrée de gamme, les DGS 3000, les DGS 3120 en version standard et en version EI pour des premières fonctionnalités de routage, et puis les DGS 3630 en version standard qui seront 95% ou 90% des ventes qui seront réalisées sur le marché, ou des besoins, nous couvrirons 90% des besoins dont vous aurez nécessité dans les réseaux et cœurs de réseau d'entreprise, et puis ces évolutions EI et MI pour les opérateurs, MPLS, intégrant des fonctionnalités assez évoluées. Opérateurs, j'en dis pas plus là-dessus, on va se refocaliser sur la série des DGS 3000 qui vient combler un trou de gamme qui se situe entre les Smart Switch, DGS 1510, et les 3120, avec un gros écart de prix entre les deux, et puis avec un saut fonctionnel qui était un peu important, et il se trouvait qu'il nous manquait une gamme un peu plus complète ici, ce que vient apporter cette série des Switch DGS 3000. Je le rappelle, DGS, D-Link Gigabit Switch, plus le chiffre est important derrière, 3000, 3120, 3630, plus vous allez monter en gamme, et puis ce que vous allez trouver ensuite sont le nombre de ports et la configuration technique des différents ports que vous allez trouver dans le switch. Donc pour la série des DGS 3000, elle vient compléter un switch qui était tout seul et qui fonctionnait bien d'ailleurs, qui est le DGS 3010 TC, un 10 ports gigabit, un 8 ports giga et deux départs SFP qui répondait déjà à un certain nombre de besoins sur des pousser du giga sur des petites infrastructures à distance pour quelques postes. Et puis, il était un peu seul en gamme, donc on l'a complété avec 4 nouveaux produits. Sur ces 4 nouveaux produits, 3 intègrent des départs 10 gigabits SFP+, puisque aujourd'hui c'est devenu un standard indispensable. Vous allez les trouver dans les produits dont la terminologie intègre un X. Donc DGS 3000, 28X, 52X, et 28XMP. Et dans cette série de 4 produits, 2 seront PoE, 2 sont PoE. Là aussi, vous allez les trouver très simplement avec le P de PoE à l'intérieur de la désignation, DGS 3028 LP, Low Power, et DGS 3028 XMP, Max Power. Il y a deux différences majeures entre les deux. Alors, ils sont tous 24 ports gigabit, PoE, PoE+, ça, il n'y a aucun souci. Donc, 802.3F, 802.3AT, tout va bien. Le 28LP n'intègre que des départs gigabit SFP
classique. Et le 28XMP intègre des départs 10 gigabits SFP+, hein, c'est la première différence importante et matérielle entre les deux. Et puis, vous le voyez là assez facilement à l'écran, le 28LP a un budget PE réduit à 193 watts, quand le 28XMP a un budget PE complet sur les 24 ports à 370 watts. Alors pourquoi on crée ces deux différenciations? De la même façon qu'on l'a créé dans la série des Smart Switch notamment, l'objectif étant que le 3028 LP permet d'avoir un coût plus abordable euh, dès lors qu'on veut pousser un switch giga en terminaison de réseau avec des besoins PoE relativement faibles, alors notamment pour de la téléphonie. Et le 28XMP va lui nous permettre de créer des rocades 10 gigabits efficaces. Et puis surtout, avec un budget PoE important et élevé, va être plus adapté à tous les périphériques qui sont susceptibles de consommer plus de budget PoE et par la même occasion plus de bandes passantes. Plus de budget PoE sont notamment les caméras, mais également les points d'accès Wi-Fi de dernière génération. Et plus de bandes passantes, ce sont notamment les caméras IP et notamment les points d'accès de dernière génération Wi-Fi qui ont des débits théoriques qui dépassent le gigabit. Donc ça nous permet, en les complétant avec ces 4 nouveaux produits, d'avoir une série d'offres plus complète et qui globalement va répondre à toutes les demandes et tout ce qu'on pourrait attendre d'un switch de niveau 2 dans les infrastructures réseau. Si on résume tout ça très rapidement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a une gamme complète, RJ45, SFP, SFP+, 10 Go, PoE, PoE+, 24 ou 48 ports, mais surtout, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur la suite de la présentation, qui intègre un certain nombre de fonctionnalités de sécurisation logicielle pardon, et de sécurisation matérielle visant à optimiser la fiabilité de l'équipement. Sécurisation logicielle, alors c'est de manière assez classique, la gestion des ACL, hein, des access lists, les méthodes d'authentification 802.AX, d'authentification par adresse MAC, d'authentification par web, des fonctionnalités sur lesquelles je pense qu'il est important qu'on s'arrête et on le fera en fin de présentation, qui sont l'IMPB, IPMAC Port Binding et le DHCP Server Screening. Alors ce sont des beaux mots, mais on va s'arrêter pour vous l'expliquer par la suite. Et puis on verra qu'on a ramené la possibilité sur cette série de produits des GS3000 notamment de mixer toutes ces fonctionnalités d'authentification et de sécurisation des réseaux ensemble, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de séries de produits manageables, pour les rendre encore plus efficients dès lors qu'on souhaite sécuriser de manière efficace un réseau. Et puis, comme on est sur une base hardware nouvelle, c'était aussi la possibilité pour nous de matériellement rajouter des fonctionnalités que vous pouvez trouver dans un certain nombre de produits D-Link récents, qui est notamment la protection de tous les ports RJ45 du switch contre les surtensions. Donc la possibilité d'avoir une évacuation d'une éventuelle remontée électrique anormale à travers les ports RJ45, de l'évacuer à la masse du switch et surtout d'éviter que cette surtension ne se décharge sur les autres ports des produits qui viendraient potentiellement impacter tout ce qui serait connecté à distance, et peu importe la nature du périphérique d'ailleurs, qui sera à distance ou non, et donc multiplier les causes de panne. Cette protection contre les surtensions, mécanique, physique, matérielle, permet d'éviter ou de multiplier les causes de panne matérielle sur un réseau en cas de surtension ou en cas de foudre. Et puis accessoirement, ça permet une remise en service des réseaux beaucoup plus rapide, puisqu'a priori seul un périphérique a été impacté et seul un port du switch aurait pu éventuellement être touché. Donc, il suffirait simplement de rebrasser le périphérique ailleurs et de changer le point d'accès Wi-Fi qui aurait pris la foudre, par exemple, ou la caméra qui aurait pris la foudre, et puis tout est reparti et le reste du réseau n'est pas impacté. Alors j'appuie un peu là-dessus parce qu'on ne reviendra pas sur ces parties matérielles, mais ceci étant, c'est une part importante aussi de la protection physique des matériels et des réseaux, dès lors que tout converge vers l'IP aujourd'hui, c'est-à-dire la data, la vidéo,
la voix, le contrôle d'accès, l'alarme, l'intrusion, et qu'il est important d'avoir un matériel qui soit logiciellement sécurisé, et ça on va s'attarder là-dessus, et matériellement fiable, et c'est le cas notamment avec ces fonctionnalités de protection contre les surtensions ou la remontée de foudre. On en profite également pour ajouter une fonctionnalité qui s'appelle le RPS, Ethernet Ring Protection Switching. Vous connaissez certainement le spanning tree, hein, STP, qui a pour but de gérer une boucle sur un réseau et de permettre une reconfiguration de topologie réseau en cas de panne d'un des liens de cette boucle, hein, et de toujours avoir une liaison efficace et efficiente et fonctionnelle sur un réseau, même en cas de panne d'un lien. Le spanning tree a une reconfiguration de plusieurs secondes ou plusieurs dizaines de secondes, de temps de convergence de plusieurs dizaines de secondes en fonction de la taille du réseau. A été créé par la suite le Rapid Spanning Tree, RSTP, qui fait exactement la même chose, mais qui le fait de manière plus rapide, donc qui va se faire en général dans l'ordre de 4 sauts de ping à 2 secondes. Donc vous avez une reconfiguration de topologie de réseau en cas de panne qui est beaucoup plus rapide. Donc on gère encore une fois la boucle. Et puis le MSTP, Multiple Spanning Tree, qui a pour objectif, lui, de fonctionner comme le RSTP, mais plutôt que de laisser des liens dormants dans la boucle et de ne pas les utiliser, on utilise tous les liens potentiels d'une boucle pour multiplier les bandes passantes et partager la charge dans une boucle réseau. L'inconvénient du spanning tree, du rapid spanning tree ou du multiple spanning tree, c'est qu'on est limité ici à un nombre de matériels dans une boucle de l'ordre de 5 à 6 matériels maximum, et pas plus, et que ça peut poser des soucis, notamment dès lors qu'on se trouve dans des infrastructures, alors un peu complexes, ou deux, de systèmes de vidéosurveillance avec des sites éclatés qui nécessitent d'avoir une boucle qui serait bien plus importante que simplement 5 switches. C'est le but de l'ERPS, c'est un des buts de l'ERPS, c'est d'apporter la possibilité de construire une boucle réseau non plus sur 5 périphériques, mais sur plusieurs dizaines, hein, et donc d'avoir un réseau résilient beaucoup plus important, et puis accessoirement d'avoir un taux de convergence des réseaux, c'est-à-dire une rapidité de reconfiguration du réseau en cas de panne d'un des liens de la boucle, qui n'est plus en dizaines de secondes, qui n'est plus en secondes, mais qui est au maximum de 20 millisecondes, ce qui est extrêmement rapide, et qui est quasiment indolore ou invisible des utilisateurs sur le réseau, ou même des systèmes de vidéosurveillance sur les réseaux. Ouais, ça, c'est tout à fait intéressant et important. Alors, je m'arrête vraiment sur ces deux points, hein, protection contre les surtensions et le RPS, qui sont des évolutions qui nous sont permis justement, puisqu'on est sur des nouvelles bases hardware intéressantes et importantes, comme on l'a intégré dans la série des DGS 1510, comme on l'a intégré dans la série des DGS 1100 ou 1210, nouvelle génération. Ces fonctionnalités deviennent maintenant des standards dans les produits D-Link d'une manière générale. Ce qui va nous intéresser plus avant, et ce sur quoi je m'arrêterai après, ça sera les protocoles d'authentification et de sécurisation du réseau, et puis les fonctionnalités assez particulières qui sont assez peu utilisées malheureusement, qui sont l'IMPB et le DHCP Server Screening, qui sont des fonctions réellement de sécurisation évoluées, qui vont vous permettre d'être assez serein face à toutes les attaques que vous pourriez avoir, notamment sur le réseau en interne comme en externe. Si je résume tout ça et que je le mets en service, eh bien on est dans des séries de produits des GS3000 qui sont intéressantes dès lors que vous fournissez des services à des clients, notamment des fonctionnalités qu'on va qualifier de triple play, puisqu'on va intégrer des notions de gestion avancée du multicast dans la série des DGS 3000. Alors c'est très intéressant pour tout ce qui est transit d'image ou transit de voix, hein, VoIP, IPTV, système de vidéosurveillance. Vous allez pouvoir pousser du gigabit à moindre coût jusqu'au CPE ou jusqu'au poste client utilisateur final. Et puis, vous allez être en mesure de créer des rocades 10 gigabits SFP+, sur de la fibre optique à des coûts qui seront tout à fait intéressants par rapport à des produits supérieurs en gamme comme les 3630 par exemple, ou les full 10 gigabits des XS 3400 et des XS 3600. On a des modèles PoE qui sont tout à fait adaptés aux usages que vous devriez avoir, c'est-à-dire du budget PoE faible, 193 watts, plutôt orienté sur des systèmes de voix sur IP, ou des systèmes PoE, 370 watts, plutôt adaptés pour des systèmes de vidéosurveillance. Et puis encore une fois, tout cela étant protégé port à port avec une protection contre les surtensions ou les remontées de foudre,
va permettre matériellement, logiciellement et matériellement, d'avoir un réseau qui soit le plus efficace et fiable possible. Et puis dans une configuration un peu plus classique d'entreprise, plutôt que de fournisseurs de services et de fournisseurs d'accès, notamment de systèmes IPTV, notamment de systèmes de vidéosurveillance, un cœur de réseau composé par un cœur 10 gigabits qui va attaquer des serveurs ou des fermes de stockage ou des baies de stockage NAS ou SAN, et puis les interconnexions vers ce cœur de réseau avec des DGS 3000 qui vont apporter des liens gigabits, PoE ou non, à distance sur les différents services et qui vont permettre d'éviter les goulets d'étranglement dans le réseau en s'appuyant sur des infrastructures d'uplink en 10 gigabits. Alors c'est important, je parle bien d'uplink et pas de stack pour la série des DGS 3000. C'est aussi ce qui en fait une différence par rapport au 3120 et au 3630. Ce ne sont pas des produits qu'on stack, ce sont des produits pour lesquels on utilise le port 10 gigabits pour faire des liaisons rapides vers le cœur de réseau, simplement parce que aujourd'hui, on est tous conscients d'utiliser ou de solliciter de plus en plus les réseaux pour nos usages professionnels avec des transferts de fichiers ou des utilisations de services qui sont de plus en plus gourmands en bande passante. Et puis, dans la mesure où on intègre de plus en plus de services tiers sur les réseaux IP, et notamment l'IPTV et notamment la vidéosurveillance, qui sont très consommateurs de bande passante, on commençait à arriver dans un certain nombre de cas, notamment sur des réseaux un peu complexes, à saturation des liens gigabits. Et même quand on faisait du trunk de liens giga, les systèmes de vidéosurveillance étaient tout à fait à même de saturer les remontées vers les cœurs de réseau. Donc ici, avec des liens 10 gigas qu'on peut en plus trunker, c'est-à-dire assembler et agréger les uns aux autres, on évite tous les goulets d'étranglement et on s'appuie sur les fibres existantes, monomode ou multimode dans les entreprises. Il suffit simplement de positionner le bon module optique DEM 431 ou DEM 432 XT pour avoir cette liaison 10 gigas qui est beaucoup plus économique que ce qu'elle n'a pu l'être par le passé quand les modules n'étaient pas des modules mini-gigabiques mais des modules un peu particuliers, et puis réservés plutôt à des infrastructures très complexes et sur des cœurs de réseau. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est dans la mesure où on est dans des réseaux qui intègrent un certain nombre de services, qui sont potentiellement complexes, qui savent gérer, on l'a vu, les débits, qui sont mécaniquement ou matériellement fiabilisés avec un certain nombre d'évolutions des bases hardware. Il est important de rappeler tous les protocoles majeurs ou particuliers de sécurisation et d'authentification du réseau. Alors pour un certain nombre d'entre eux qui sont classiques, c'est-à-dire que vous allez retrouver, mais comme sur toutes les séries de produits web managés ou manageables, la possibilité d'authentification ou de gestion des autorisations d'accès sur le réseau à partir du protocole 802.1x, typiquement lié à un Radius ou lié à un serveur d'authentification tiers. Ça, c'est assez classique aujourd'hui sur un réseau. Vous avez la possibilité d'utiliser des protocoles de contrôle d'accès par adresse MAC ou par authentification web WAC MAC. Ça, c'est assez classique. C'est aussi quelque chose que vous allez retrouver de manière assez traditionnelle sur tous les produits SNMP D-Link. La nouveauté, est-ce qu'on intègre, est-ce qu'on profite, et on profite ici de l'évolution de cette gamme des GS3000, c'est que plutôt que de les faire l'un ou l'autre, on va être en mesure de mixer sur un même port physique tous les protocoles d'authentification, c'est-à-dire d'avoir des authentifications multiples utilisant tout aussi bien, sur un même port, encore une fois, physique, utilisant tout aussi bien le contrôle d'accès d'authentification 802.x mixé avec un contrôle d'accès par adresse MAC, et donc d'avoir la possibilité de s'assurer à tout moment des droits des utilisateurs qui se connectent sur le réseau, mais d'en garantir en plus l'identité physique et matérielle. C'est important parce que l'objectif ici, entre autres, et je vais le redétailler avec l'IMPB derrière, l'objectif ici est d'éviter au maximum les usurpations d'identité et ou les usurpations matérielles, d'identité physique, enfin logicielle ou d'identité matérielle. Et en couplant tous ces protocoles d'accès, on va pouvoir garantir les droits d'accès des utilisateurs sur un réseau, c'est-à-dire mon invité, mon guest qui vient se connecter physiquement sur mon réseau,
va s'authentifier sur le réseau par le radius qui va lui dire ok très bien, je t'envoie une page d'authentification web et qui va te permettre d'avoir un accès uniquement à Internet et pas aux ressources locales de l'entreprise, à contrario de toutes les structures R&D, vente, direction qui sont en entreprise et qui, elles, en fonction de leurs différents droits d'accès, vont avoir la possibilité de s'authentifier sur le réseau et d'avoir accès aux services et aux serveurs et aux ressources internes de l'entreprise. Donc on va pouvoir mixer tous ces protocoles de contrôle d'accès et tous ces protocoles de sécurisation du réseau les uns avec les autres sur des mêmes ports physiques pour pouvoir garantir l'identité logicielle, c'est-à-dire l'identité des droits d'accès, mais aussi l'identité matérielle des utilisateurs qui viennent se connecter à tout moment sur le réseau filaire. Et puis on va lier ça avec deux fonctionnalités qui peuvent être activées l'une et l'autre. Hein. Elles ne sont pas interdépendantes. Hein. Vous choisissez de les utiliser oui ou non, mais vous pouvez les activer à deux. La première qui s'appelle l'IMPB, IP-MAC Port Binding, alors qui vient un peu compléter ce que je viens de vous dire avant sur les protocoles d'identification et de sécurité. L'objectif ici est de s'assurer que chacun des nœuds du réseau, chacun des ports du réseau, par apprentissage automatique du réseau existant, puisse être que chaque port sera lié à l'IP du périphérique qui est connecté, mais également à l'adresse MAC du périphérique qui est connecté sur ce port. L'objectif ici est d'éviter deux choses. L'usurpation de l'adresse IP et les conflits d'adresse IP qui peuvent se créer sur le réseau dès lors que quelqu'un essaie d'usurper l'identité, donc d'usurper l'identité IP d'un autre utilisateur, il sera bloqué puisqu'il sera a priori pas connecté sur le bon port et où il n'aura pas la bonne adresse MAC, et d'éviter les usurpations d'identité par MAC spoofing ou ARP spoofing, qui viennent à prendre l'identité matérielle d'un périphérique, donc voler son adresse MAC ou en usurper l'identité MAC pour se connecter sur un réseau en lieu et place de quelqu'un d'autre, et donc d'avoir la possibilité, avec des attaques qu'on appelle man in the middle, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de récupérer toutes les trames IP d'un réseau, de les analyser et notamment de voler les mots de passe admin par exemple. Donc de se faire passer pour la machine serveur ou le serveur DHCP justement, et de récupérer toutes les requêtes qui peuvent transiter sur un réseau pour usurper de manière plus large les identités, les contrôles d'accès et les droits d'accès sur un réseau. Ici, dans la mesure où un pirate serait en mesure de vous voler, enfin d'usurper une adresse IP, mais également d'usurper l'adresse MAC d'un périphérique, il faudra encore qu'il soit connecté sur le bon port pour réussir son attaque. Ce qui devient déjà un peu plus complexe, hein, ou en tout cas un peu plus visible si quelqu'un vient s'asseoir par terre dans un couloir, débrancher une prise pour pouvoir usurper l'identité de quelqu'un et pouvoir se faire passer pour lui sur le même port avec la même adresse IP, avec la même adresse MAC. Donc l'objectif de l'IMPB, c'est d'effectuer un apprentissage du réseau installé et par la même occasion, donc de lier le fonctionnement du réseau, IP, MAC et port connectés ensemble pour sécuriser au maximum le réseau filaire d'une entreprise. La deuxième fonctionnalité qui vient compléter ça, c'est que volontairement ou involontairement peuvent être positionnés sur des réseaux des serveurs DHCP qu'on va qualifier de pirates. Par exemple, un utilisateur qui viendrait connecter sur un port du réseau à un routeur Wi-Fi, pas par volonté de pirater le réseau, mais simplement par volonté de se dire, bah, comme ça, je vais me connecter en Wi-Fi, parce que j'ai pas de Wi-Fi dans l'entreprise, et puis plutôt que de me connecter en filaire, je vais avoir un petit point d'accès Wi-Fi dans mon bureau qui permettra de connecter sur un réseau Wi-Fi personnel mais lié à l'entreprise, ma tablette, mon téléphone portable et mon ordinateur portable, plutôt que de me connecter uniquement en filaire avec mon ordi. Ça, c'est pas une volonté réelle et farouche de polluer ou de pirater un réseau, c'est simplement une erreur, mais qui peut avoir des torts importants. C'est qu'en général, ces routeurs Wi-Fi installés sur des réseaux de ce type intègrent un serveur DHCP, puisqu'il va bien falloir donner des adresses IP aux périphériques qui vont se connecter sur ce Wi-Fi pirate.
Et puis, quand des utilisateurs physiques ou filaires vont se connecter ailleurs sur le réseau ou effectuer des requêtes de DHCP pour se voir attribuer une adresse IP, quand vous avez plusieurs serveurs DHCP sur un réseau, bah, c'est le premier qui répond qui va vous allouer une adresse IP. Et si ce routeur vient à répondre plus rapidement que le serveur DHCP officiel ou les serveurs DHCP officiels que vous avez sur le réseau, tout le flux qui va transiter par ce poste client va être redirigé vers ce serveur DHCP et pourra être intercepté et à éventuellement analysé. Alors si ça avait été fait dans un but simplement pratique pour pouvoir avoir un petit bout de Wi-Fi, c'est pas très grave, c'est juste gênant pour l'utilisateur qui va se connecter et va se voir attribuer une adresse IP par un serveur DHCP qui correspondra à rien sur l'usage du réseau, qui n'arrivera pas à avoir accès à ces ressources réseau. Par contre, si ça a été fait dans un objectif de piratage, c'est beaucoup plus emmerdant parce que là, pour le coup, on va se retrouver dans un cas où justement toutes les requêtes d'un poste client vont pouvoir transiter, ou de plusieurs postes clients vont pouvoir transiter vers ce serveur DHCP pirate et vont pouvoir être analysés et profiter justement à la mise en œuvre d'usurpation d'identité physique ou matérielle, à récupérer des mots de passe qui seraient peut-être non cryptés sur un réseau et donc de créer des failles de sécurité sur un réseau. L'objectif de cette fonction DHCP Server Screening est donc de n'autoriser que les adresses IP du ou des serveurs DHCP connus sur des ports spécifiques. Donc c'est en ça que c'est lié finalement à la fonction IMPB, c'est qu'on va lier ici la fonctionnalité de serveur DHCP à son IP, à son adresse MAC, connecté sur un ou plusieurs ports identifiés du réseau. Et ça va permettre donc d'éviter tous les désordres qui pourraient être causés par des DHCP pirates, qui pourraient être implantés sur un réseau, encore une fois de manière volontaire ou involontaire. Alors, volontaire, en général, c'est un petit routeur. De manière volontaire, c'est une machine qui vient se substituer au serveur DHCP et une machine rapide en général qui va justement pouvoir intercepter les requêtes DHCP plus rapidement et répondre plus rapidement aux utilisateurs. Donc, on va éviter ici tout ce qui pourrait être de l'usurpation d'identité et en général l'usurpation d'identité avec l'IMPB d'un routeur pour capter toutes les requêtes internes et externes à l'entreprise. Et puis, on va éviter l'usurpation d'identité des serveurs DHCP qui, là aussi, auront pour objectif de récupérer tous les transits de flux internes au réseau et d'en analyser le contenu pour ensuite pratiquer des attaques plus directes. Donc, l'objectif ici est de prémunir avec ces fonctions d'autorisation d'identification 802.ax, WAC-MAC, authentification multiple sur un même port physique, de garantir l'identité de l'utilisateur logiciel et physique et de lui garantir son droit d'accès sur le réseau, ni plus ni moins. Et puis, en couplant ça avec les fonctionnalités IMPB, c'est-à-dire j'identifie l'adresse IP d'un périphérique, enfin d'un utilisateur, j'identifie l'adresse MAC du périphérique et j'identifie le port sur lequel il est connecté, plus si c'est un serveur DHCP, je n'en autorise l'accès sur le réseau que à ces serveurs DHCP et je mets en quarantaine tous les DHCP pirates, volontaires ou involontaires, qui pourraient être mis sur un réseau. Je peux vous garantir qu'une fois que vous avez fait ça, vous êtes quasiment prémuni de toutes les attaques classiques qu'on peut avoir sur un réseau IP, notamment l'usurpation d'identité IP, l'usurpation d'identité MAC, et les attaques assez classiques de man in the middle qui ont pour objectif de capter les flux réseau, de les analyser et de voler des mots de passe, notamment, et donc d'avoir accès potentiellement à toutes les ressources de l'entreprise. On y pense peu, on pense peu à toutes ces fonctionnalités de sécurité des réseaux, et pourtant, il faut bien avoir conscience que la majorité des attaques qu'on peut avoir sur un réseau d'entreprise vient plus de l'intérieur que de l'extérieur, volontairement ou involontairement. Typiquement, quelqu'un qui souhaite avoir accès à des dossiers partagés sur un réseau auquel il n'a pas accès, puisque ses droits font que, ou alors plus volontaire de la part de salariés que vous êtes en train de licencier ou qui se sont fait licencier et qui essaient du coup de voler un maximum d'informations ou de changer les mots de passe ou de voilà. Et on a des outils aujourd'hui disponibles en ligne qui permettent de le faire facilement, même en ayant peu de connaissances sur le fonctionnement des réseaux. Et puis, le switch, ici, dans ce cadre-là, est vraiment la pierre angulaire de la mise en œuvre de la sécurité du réseau informatique dans son ensemble,
dans une entreprise. Donc connaître ces fonctionnalités, savoir les mettre en œuvre, savoir les appliquer ensemble, c'est absolument important puisque ça va vous permettre déjà de vous prémunir de 90% des attaques très souvent involontaires, mais parfois volontaires à l'intérieur du réseau, et puis de vous éviter d'avoir des usurpations d'identité ou des vols d'informations ou des vols de données à l'intérieur même de l'entreprise en couplant au maximum les informations qu'on peut avoir autour des périphériques et des utilisateurs en termes d'authentification matérielle et d'authentification logicielle pour avoir un réseau qui soit le plus fiable, efficace, efficient, redondant possible et le plus sécurisé. À l'heure des objets connectés et de la multiplication des attaques sur les réseaux, je pense que c'est tout à fait important de bien s'arrêter sur ces fonctionnalités-là. Et puis, j'en ai terminé, Pierre. Tu l'avais remarqué, c'est une présentation qui était assez courte, mais je t'avais prévenu que j'avais des choses à en dire. Mais je pense que, une fois n'est pas coutume, je suis à peu près dans le timing.